Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. La jeunesse de Toribocito bénéficie désormais d'un nouvel outil pour faciliter son accès au savoir et à l'innovation. Le conseil communal met bientôt à disposition des jeunes une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et de divers outils technologiques destinés aux jeunes, apprenants et étudiants. Teddy Goudalo s'est rendu sur place pour voir à quoi ressemble cette dynamique locale dans le numérique. Ensuite, ce lundi matin, à la mairie d'Abomey-Calavi, les retardataires à la cérémonie des couleurs sont priés de rester au dehors. Un acte qui redonne à la cérémonie des couleurs toute sa place dans les habitudes, dans la fonction publique. Est-ce obligatoire et pourquoi c'est important? On en parle avec Franck Arnoux dans un instant dans ce Trésor au Bénin. Et puis enfin, nous irons dans les ateliers des coiffures hommes et dames. Il se cache parfois un danger silencieux, invisible, le manque d'hygiène des matériels utilisés au quotidien, peignes, tondeuses, rasoirs et bien d'autres sont-ils réellement désinfectés entre deux clients et quelles sont les stratégies utilisées pour désinfecter les matériels? On va le savoir dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle accès à Internet dans nos communes. À Toribocito, la jeunesse bénéficie justement d'un nouvel outil pour faciliter son accès au savoir et à l'innovation. Le conseil communal met bientôt à disposition des jeunes une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et de divers outils technologiques destinés aux jeunes apprenants et étudiants. Notre reporter Teddy Goudalo s'est rendu sur place pour voir justement à quoi ressemble cette dynamique locale dans le secteur du numérique. Voici les images. À l'ère du numérique, l'accès à Internet n'est plus un luxe, mais une nécessité. À Toribocito, les jeunes apprenants et étudiants s'apprêtent à franchir un nouveau cap. Le conseil communal met à leur disposition une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et bien d'autres outils technologiques destinés à faciliter l'apprentissage et la recherche. Avec les partenaires, nous avons négocié et obtenu une trentaine d'ordinateurs, une vingtaine de tablettes, et plusieurs copieurs et des onduleurs. Donc le centre est installé, nous avons dédié une personne qui est là en permanence et les personnes, qu'elles soient analphabètes ou non, ou instruites, quand elles ont besoin d'accéder à des trucs sur le numérique, viennent ici, la connexion y est et on peut les aider. S'ils peuvent le faire eux-mêmes, ils le font. Parce qu'à la connexion, il y a un copieur gratuit. S'ils ne peuvent pas, l'agent dédié qui est dans ce centre leur facilite l'accès à ces différents services-là. Dans cet espace bientôt inauguré, les élèves pourront effectuer leurs recherches scolaires, les étudiants préparer leurs travaux universitaires et les jeunes en quête d'opportunités explorer le monde à travers le digital. Pour beaucoup, cela représente un véritable soulagement. Fini les longs déplacements vers les grandes villes pour accéder à une connexion stable ou à du matériel informatique adapté. Ce dispositif pour les jeunes est très indispensable parce que vous savez, les jeunes, qu'ils soient écoliers ou universitaires, souvent ils ont des exposés à faire. Il y a les universitaires qui ont besoin de certaines recherches sur des sites, donc ils peuvent venir, le centre est ouvert, gratuit. Si le président de la République a mis des câbles sous terre et que la mairie n'accompagne pas par des salles numériques, c'est que la mairie n'aurait rien fait. La commune de Toribocito a l'Internet haut débit tiré jusqu'à la mairie ici et au niveau des arrondissements, ce qui fait qu'aujourd'hui, la connexion a un débit maximal. L'Internet haut débit est disponible à la mairie de Toribocito. À travers cette initiative, la commune de Toribocito entend accompagner la dynamique nationale en matière de transformation digitale.
Les conducteurs de taxi-moto de Djougou, comme dans les grandes villes du Bénin, ces étudiants contribuent au déplacement des personnes dans la ville de Djougou. C'est un métier certes utile pour les usagers de la route, mais très éprouvant pour les conducteurs de taxi-moto. Entre accidents de route, violences de toutes sortes, ils sont constamment ceux qui vivent. Suivant ce reportage de Ulurich Gaba qui nous relate la réalité des conducteurs de taxi-moto dans la ville de Djougou. Comme dans toutes les villes du Bénin, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, occupent une place de choix dans le transport des personnes dans la ville de Djougou. Sur les carrefours et bien d'autres points stratégiques de la ville, ils sont toujours à l'affût de la clientèle. Un client avec lequel faire rapidement des courses moyennant une modeste rétribution, c'est le quotidien de ces hommes en uniforme. Dès qu'il a commencé ce métier-là, ça veut dire qu'il fait 15 ans qu'il est dans ce métier. Pourquoi il a choisi ce métier? Il faisait les travaux forcés de gauche à droite sans gain. De cause bon. Avec ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit bon, dès que tu fais les travaux forcés, c'est pas, il ne vole pas, hein. Il a les travaux forcés, des tricycles, des pousse-pousse. Avant c'était pousse-pousse, c'est pas tricycle, c'était les pousse-pousse. Il faisait ça, bon, quelqu'un l'a dit bon, si tu avais pris la moto là, comme travail payé, tu n'as pas s'en sortir. C'est de là qu'il a pris la moto là, travail payé, une vieille moto. Avant qu'il ne s'en sorte, il va filer l'argent là, la moto là, elle a pourri. Pour cela, avant qu'il va encore revendre la moto là, il a encore acheté une autre moto pour que ça serait le complément de l'ancien. Avant qu'il ne finisse, c'est les difficultés qui s'en chargent. Jamais loin des gares routières et autres parcs de stationnement ou d'arrêt de bus, les émigrants circulent de jour comme de nuit. Ces facilitateurs de transport côtoient en permanence les dangers de toutes sortes. Un métier pénible certes, mais c'est ce qui leur permet de faire face aux charges familiales. Des malheurs dans le travail parce que on nous tue, on nous poisonne, on nous tape les marteaux sur la tête. Parce que là, il y a beaucoup de manières qu'il faut pour nous arracher les motos. Parce qu'il y a trop de difficultés qui racontent dedans. Des accidents de circulation en passant par les risques de cambriolage et même d'agression physique, les émigrants sont constamment exposés aux dangers. Ils connaissent tous les risques du métier, mais à défaut du mieux, ils n'ont que ça pour joindre les deux bouts. Après 6 ans à la tête du conseil communal de Waké, Draman Ououlou cède son fauteuil à Maran Zakari. C'est lors de la cérémonie de passation de charge que le maire entrant après le gouvernail de cette commune composée de 6 arrondissements. La cérémonie qui s'est déroulée devant parents, amis et partisans de ces deux personnalités est présidée par Saliou Arounan, représentant le préfet de la Donga. Voici le compte rendu. La passation de charge entre l'ancien et le nouveau maire de Waké se déroule selon un protocole établi. Les formalités sont accomplies avec la signature des procès-verbaux et l'échange de paraphes. Draman Wolu, après 6 ans à la tête de la commune de Waké, transmet ainsi le flambeau à Maharan Zakari. Monsieur le maire, cher ami Maran, je ne doute pas de votre capacité à garder le cap de développement et à faire mieux que nous. Cher ami, mais fort de mes expériences dans l'exercice du pouvoir local depuis le chef d'arrondissement et depuis ex-maire que je suis désormais, je vous avoue que vous ne pourrez jamais satisfaire des individus. Le nouveau dirigeant prend officiellement ses fonctions de maire pour booster le développement local. Il promet de relever les défis. Je m'engage solennellement à exercer ce mandat dans l'observation des valeurs d'intégrité, de rigueur, d'équité et de respect de mes concitoyens. La gouvernance telle que nous l'appelons de nos voeux sera beaucoup plus inclusive, plus participative et orientée vers la recherche de l'intérêt commun.
Monsieur le maire entrant, vous venez dans une maison calme, parce que votre prédécesseur a su bien garder les choses. Vous devez en profiter. Après cette cérémonie, l'autorité communale s'est rendue sur le terrain pour prendre la mesure des réalités locales. Dans le département du Mono, les maires nouvellement élus prennent fonction aussi quelques jours après l'installation des conseils communaux. Les cérémonies de passation de services se sont déroulées en milieu de semaine sous les yeux de nos collègues de l'antenne régionale Mono-Koufo, Nassissa Lossé, Florent Dehou. Ils entrent officiellement dans la plénitude de leur nouvelle fonction, celle de présider aux destinées de leurs communes respectives. À Kouyokbe, le nouvel occupant du fauteuil du maire, c'est lui, Casimir Sosa, premier adjoint au maire au cours de la précédente mandature. Selon lui, son objectif en accédant à ce poste, c'est le développement de sa commune. C'était ça notre objectif. Moi, je voudrais simplement qu'on se donne la main, qu'on travaille pour le même objectif qui nous a guidés à venir ici. Tout comme à Kouyokbe, le gouvernail change de main aussi à Grand Popo. Jocelyn Ayi, maire sortant, a transmis le flambeau à Carlos Haïté, pour qui il faut tourner la page de la campagne électorale pour faire face aux questions essentielles. Notre mission collective est claire, bâtir une commune plus forte, plus prospère et plus solidaire. À Comé, commune connue aussi pour son potentiel agricole, c'est Edgar Toquignon qui a pris les commandes pour la succession de Bernard Adam Opé. Et aussitôt élu, il décline ses priorités. Nous développerons des programmes d'éducation, d'entrepreneuriat et de formation professionnelle pour réduire le chômage des jeunes. Nous serons à l'écoute, transparents et exigeants envers nous-mêmes. Chaque décision produira un impact réel. Chaque action répondra à un besoin concret. Le vent de changement à la tête des communes a soufflé aussi sur Lokossa et Atiémé. Dans le Mono, seul Bopa a fait l'exception en voyant le maire Abel Djossou reconduire pour ce nouveau mandat. Toutes les cérémonies de passation de service se sont déroulées sous les yeux de l'autorité préfectorale. À travers vos propositions. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Ce matin, le tout nouveau maire de la commune d'Abomey-Calavi était à la cérémonie des couleurs. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance toute particulière. Les retardataires ont été retenus hors de la mairie et le portail fermé, imposition du respect des couleurs nationales ou un excès de zèle. Eric, c'est tout sauf un excès de zèle. En tout cas, selon les informations que nous avons à la mairie d'Abomey-Calavi, c'est une tradition, la rigueur qui a toujours entouré la montée des couleurs. Et si vous connaissez un peu ce que représente en tout cas le drapeau pour une nation, il ne devrait pas en être autrement. On devrait même encourager, disons, la fermeté dans nos administrations en ce qui concerne ce moment précis. D'ailleurs, c'est pourquoi, depuis le cours primaire, on vous l'a enseigné également, on nous enseigne cela pour inculquer à chaque citoyen de ce pays les attitudes à avoir vis-à-vis du drapeau national. Le drapeau national est donc bien plus qu'un morceau de tissu, c'est l'âme de la nation. Et je le dis pour quatre raisons, quelques raisons, l'identité et la souveraineté de notre pays. On dit que c'est la carte d'identité visuelle de tout pays, le drapeau national. Il affirme l'existence et l'indépendance de l'État face au reste du monde. Lorsque vous voyez par exemple le drapeau vert, jaune ou rouge, dans cette disposition, vous savez que c'est le drapeau du Bénin. Vous allez ailleurs, vous allez voir peut-être une étoile au fond d'un drapeau. Vous savez que c'est le drapeau d'un pays, ainsi de suite. Donc, ça permet d'identifier les pays à travers le monde. C'est également, disons, l'unité et le rassemblement. Il est le dénominateur commun de tous les Béninois, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. En tout cas, le drapeau, ça ne change pas. Même si on l'amène à Tukutuna, on ne va pas changer la couleur de notre drapeau. C'est également la mémoire et l'honneur. Il rend hommage, tel qu'on le présente le drapeau, au sacrifice des ancêtres et des héros, ceux qui se sont battus pour notre pays, pour la liberté et la patrie. Et enfin, la dernière raison, c'est le symbole du destin commun. Le saluer, par exemple, c'est renouveler son engagement à servir et à protéger tout ce que nous avons comme nation, notre territoire, tout ce dont nous disposons. Donc c'est pour cela que le drapeau, il est très important. Et déjà le bas âge, on l'enseigne à
tous ceux qui sont appelés à prendre la relève. Alors ça, c'est pour ce qui est du drapeau. Alors, la cérémonie des couleurs à présent, est-ce qu'une obligation et pourquoi? La cérémonie des couleurs, c'est une obligation. Une obligation parce que cela vise à célébrer, disons, toutes les valeurs que j'ai énumérées sur haut. J'ai parlé par exemple de la mémoire, le symbole du destin, la souveraineté. Donc quand vous allez à la cérémonie des couleurs, vous mettez un point d'honneur sur ces valeurs que représente notre drapeau national. C'est encore appelé le salut du drapeau. C'est un rituel républicain fondamental qui amène tous les citoyens qui travaillent dans un cadre administratif de se retrouver pour renforcer l'unité nationale. Son importance n'est plus à démontrer. Il y a le renforcement du civisme et du patriotisme, la sacralisation de l'autorité de l'État. Lorsque vous allez, par exemple, à la cérémonie des couleurs, vous montrez que vous êtes venu en tout cas faire allégeance à ce drapeau-là pour reconnaître l'autorité qui dirige, par exemple, la cérémonie. C'est très important. C'est également un signe de cohésion et d'égalité. Lorsque vous allez au drapeau, vous ne verrez personne en haut. C'est le drapeau seul qui monte. Donc, vous êtes presque au même point d'égalité. Cela prouve que devant la nation, nous sommes les mêmes. Nous ne devons pas nous distinguer. C'est vrai que chacun a son rôle et à ce niveau, chacun reconnaît son statut. Il y a également la rigueur, la discipline. C'est là qu'on met l'accent sur la ponctualité. Si le drapeau doit être monté à 7 heures, eh bien, vous ne devez pas vous présenter à 7h10, à 7h30. Ça veut dire que vous n'avez pas du respect pour le drapeau. Si ce n'était pas obligatoire, le maire peut venir un lundi matin, monter le drapeau seul, ou bien un vendredi, descendre les couleurs et aller dans son bureau. Donc c'est obligatoire et tous les citoyens qui se retrouvent dans une administration. Et d'ailleurs, quand vous passez une rue, vous passez devant une administration et qu'on est en train de monter les couleurs, on s'arrête et on salue le drapeau. Donc c'est obligatoire, ce n'est pas, disons, si vous le voulez, vous allez le faire. C'est pas facultatif, j'y arrive, c'est pas facultatif, c'est obligatoire et le drapeau doit se respecter. C'est pourquoi il est bien porté, le drapeau, on l'amène avec soin au bureau, on le ressort, il est bien entretenu. Quand le drapeau est déchiré, ce n'est pas bien pour votre République. On doit respecter le drapeau national et cela à tout endroit, à tout moment. En tout cas, ceux et celles qui ont raté la montée des couleurs ce matin à la mairie d'Abomey-Calavi l'ont sans doute compris. Oui, ils l'ont eu pour le matricule et je pense que pour tous ceux qui sont dans les administrations, il fut un moment même où cela a été repris, où même les préfets envoyaient des équipes pour vérifier si dans chaque administration on respecte la montée et la descente des couleurs. Ça se fait le lundi matin et puis le vendredi, sauf si l'autorité est absente, sinon elle est toujours présente pour montrer la valeur que représente le bon drapeau national. Merci à vous, Franck Arnaud. Cette édition se poursuit. Après son lancement officiel il y a quelques jours, la plateforme Bénin Uni et Solidaire Bus s'est lancée dans une opération dénommée Bus chez vous. C'est un périple de mobilisation massive autour du projet de société du candidat Romed Wadayi. Ce vendredi, le bus imaginaire a marqué un arrêt dans l'arrondissement de Godomé pour embarquer Renouveau Citoyen, un mouvement politique créé par des militants du parti Les Démocrates qui, après moult réflexions, ont décidé désormais de s'exprimer au sein de la plateforme Bénin Uni et Solidaire et par conséquent ont pris fait et cause pour Romed Wadayi. Voici le condensé. Mise en circulation le 12 février 2026, le bus Bénin Uni et Solidaire effectue une première escale à Godomé où l'attendait déjà le Renouveau Citoyen. Mouvement politique dont les initiateurs, précédemment membres du parti Les Démocrates, n'entendent pas rester sur le bas-côté de la voie quant au nouveau cycle de gouvernance qui s'ouvre à partir du 12 avril prochain avec Romuald Wadayi. Loin d'être improvisés ou circonstanciels, leur décision d'adhérer à la plateforme bus relève plutôt d'une réflexion mûrie et d'une conviction forte dont le rassemblement des forces politiques est le support. Il ne s'agit pas d'abandonner notre identité, mais de l'insérer dans une vision plus large au service du bien commun. L'embarquement du Renouveau Citoyen dans le bus est essentiellement motivé par les valeurs de promotion d'une gouvernance responsable, de participation citoyenne et de défense de la justice sociale que prône la plateforme. C'est le moment pour nous de remercier le président Laurent et ses camarades pour
pour cette clairvoyance qu'ils ont eue en choisissant de prendre le bus. Ceux-là, rassemblés ici, ne sont pas des passagers ordinaires du bus. Ils ont compris que les objectifs de Bénin uni et solidaire transcendent tout ce qui est clivage et considération politique. Cette adhésion lance par ailleurs l'opération Bus chez vous. Il faut rappeler que le bus n'est pas un parti politique et ne compte pas adopter sur le terrain une posture concurrentielle vis-à-vis des partis. La plateforme est née pour intensifier la dynamique de rassemblement de tous les mouvements et associations de soutien au candidat Wadaï. Des associations appelées à massifier la participation des populations au scrutin du 12 avril 2026. On parle agriculture à présent, justement la campagne de commercialisation 2025-2026 des noix de cajou bat déjà son plein sur le terrain. Producteurs, acheteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur investissent depuis quelques semaines le marché, mais entre espoir de bonnes récoltes, guerre de prix et respect des tests encadrant la filière, comment se déroule cette campagne à Parakou? Réponse dans ce reportage signé Jacques Degbé, Socrate à Dantoné. Des balances installées aux abords des voies ou posées sur des motos, les propriétaires de ces instruments de mesure sont à la recherche de noix brutes de cajou. Sur le terrain, les premiers mouvements de commercialisation sont visibles, même si les fruits ne semblent pas encore avoir tenu la promesse des fleurs. Nous avions démarré la campagne, mais depuis un bon moment, le cajou ne sort pas abondamment. On se plaint, on se pose la question à savoir si c'est le cajou qui n'est pas en abondance ou bien c'est la période qui est un peu repoussée. Parce qu'auparavant, nous, à l'heure là, on ramasse le cajou, on stocke des sacs. Actuellement, on n'a que 2 sacs. Sur le marché, le prix du kilogramme de noix de cajou oscille autour de 550 francs CFA. Un tarif qui fait le bonheur des producteurs, mais qui au contraire n'arrange pas les usines, désormais seules habilitées à acheter l'anacade. Les usines sont en train d'exprimer leurs besoins, mais véritablement à l'heure où nous parlons, je ne crois pas qu'ils soient prêts comme ça. Pourquoi? Parce que le prix sur le terrain dépasse déjà les normes. Le Nigeria est sur le terrain et le prix que les Nigérians pratiquent là, je ne vois pas quelle est cette usine-là qui peut pratiquer ce prix. Contrairement aux anciennes pratiques, le prix d'achat aux producteurs se détermine par le marché. Le prix plancher étant désormais supprimé, une politique que saluent les acteurs de la filière. Ça ne devait pas poser un problème et que ça soit le prix du marché. Surtout en organisation comme la FENAPA par exemple, ils pourront même négocier pleinement avec les partenaires commerciaux pour peut-être espérer avoir un meilleur prix. Écoutez, nous sommes au Bénin et j'ai confiance à notre gouvernement là. Les 2 ans passés ou 3 ans passés depuis 2023, vous avez vu comment ça s'est passé. Les arrestations passées par là. Je crois que c'est ces méthodes-là, ces genres de méthodes qui régularisent le prix. Donc, pour le moment, nous sommes sereins, on observe, on n'arrive pas à acheter. Timide démarrage donc de la campagne de commercialisation 2025-2026 de noix de cajou à Parakou. Mais les acteurs de la filière restent optimistes quant à l'évolution du marché. Pour rappel, cette campagne prend fin le 30 septembre 2026. Éducation, l'ONG Promo Éducation et Loisirs a organisé dans la commune de Semepodi un examen blanc à l'intention des candidats du BEPC et au baccalauréat. Une simulation en conditions réelles pour évaluer le niveau et les préparer efficacement aux examens officiels. Le point du lancement de cet examen blanc dans ce reportage. Ambiance studieuse et silence rigoureux dans les salles de composition pour cet examen blanc grandeur nature organisé par l'ONG Promo Éducation Loisirs. À travers cette initiative, l'ONG Promo Éducation Loisirs offre aux candidats au BEPC et au baccalauréat de la commune de Semepodi un cadre d'évaluation crédible conforme aux conditions réelles d'examen. Dans le souci de réduire le taux d'échec aux différents examens, et préparer les candidats, les tester, les entraîner et leur permettre de vivre par anticipation ce qui les attend le jour de l'examen national,
que nous avons initié et depuis plusieurs années et ces examens blancs communaux. Bien plus qu'un simple exercice académique, cet examen blanc se veut un véritable révélateur de niveau. L'examen blanc, c'est une évaluation à mi-parcours. Et ça nous permet de connaître et de voir un peu le niveau des apprenants. Et ça nous permet aussi d'amener les apprenants à corriger ce qu'il faut corriger et à voir d'autres choses qui pourraient peut-être sortir au niveau des examens nationaux. C'est une remise en cause. Ça fait partie des éléments qui améliorent les performances des établissements publics et privés dans la commune de Semekoti. Et l'occasion pour moi de féliciter l'ONG, de l'encourager, parce qu'en réalité, l'examen blanc forme les élèves. Cet examen blanc communal, qui est à sa 15e édition, s'inscrit dans une dynamique constante de promotion de l'excellence scolaire, une valeur cardinale que défend et promeut l'ONG Promo Éducation Loisirs. Et pour finir cette édition, dans les ateliers de coiffure, hommes et dames, se cache parfois un danger invisible silencieux, le manque d'hygiène dans des matériels utilisés au quotidien, peigne, tondeuse, rasoir et bien d'autres sont-ils réellement désinfectés entre deux clients? La question est adressée à quelques artisans qui opèrent au quartier Ménontin, ici à Cotonou. Les stratégies aussi utilisées pour désinfecter les matériels ne sont toujours pas justement les mêmes, nous disent Teddy Goudalo et Henri Ganti. Au salon de coiffure, on trouve une variété d'instruments de travail. La tondeuse, le rasoir, le peigne, le ciseau, l'aiguille, le séchoir et la liste est exhaustive. Leur entretien paraît indispensable pour la santé des clients. La plupart des artisans rencontrés disposent d'une technique particulière pour maintenir l'hygiène autour de ces outils. Moi, j'ai opté à ceci. La démonstration, vous allumez comme ça et lorsque vous passez ça sous les dents, tout ce qui a comme microbe là est brûlé. Vous faites ça pendant 1 minute ou plus, c'est fini. Quand vous finissez avec un truc, jetez la lame utilisée. Si le client choisit l'alcool, vous nettoyez ça avec la plante. S'il est d'accord avec la brûlure, vous brûlez d'abord devant lui avant de commencer par le service. Aiguille là, on prend alcool avec coton, on essuie ça. Parfois on vend ça sans fond, on travaille et les clients emportent ça à la maison. On arrange de telle manière que ça ne pique pas les clients. Bon, les séchoirs, il est fait là. Nous aussi, on ne fait pas ça là. On a les techniciens qui viennent pour entretenir ça là. Selon ces professionnels de la coiffure, le manque d'entretien des matériels de travail entraîne la présence des microbes, non seulement sur les matériels, mais aussi dans leurs ongles. Le manque d'hygiène serait également la source des acnés qui se présentent souvent au menton et au bas de la nuque. Certaines tresseuses n'entretiennent pas le matériel de tresse. Je fréquente le coiffeur de mon quartier et fais l'entretien avec de l'alcool. L'atelier même, c'est aussi propre. Et les fauteuils sur lesquels on s'assoit, il nettoie ça proprement un peu avec de l'eau de javel. La plupart du temps, moi, je lave ma tête à la maison. Parce qu'elles font aussi économie des shampoings ou autres. Il y en a qui utilisent même les savons homo que nous utilisons. Elles, vous utilisez ça juste pour pouvoir réduire le coût à leur niveau. Elles enlèvent le peigne, elles vous foutent ça dans les cheveux, c'est tout. C'est pour qu'elle a lavé sa cheveux avant de venir. Vous connaissez votre hygiène de vie, vous connaissez l'entretien que vous faites à vos cheveux. Moi, souvent, les aiguilles, je les apporte moi-même. Pour les clients, il s'agit donc d'une question de santé publique et les acteurs de ce métier ont l'impérieux devoir de prendre soin de leur matériel au jour le jour. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, votre émission L'Info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.